Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de la balado en forme. Mais oui, vous voyez le grand sourire de mes deux acolytes qui sont là parce qu'on est finalement en onde et on est heureux de l'être. Valérie Sardin, comment vas-tu? Ben, ça va bien. Écoute, Greg, et puis en plus, ceux qui ont l'image, là, écoute, Greg, tu as des cornes, je te trouve formidable avec tes cornes au mur. On dirait vraiment que écoute, t'es comme Ouais, un grand cerf de Virginie là, qui nous parle. Mais écoute, non, mais je je suis me sentais super heureuse tannant aujourd'hui. de. Oui, c'est ça, mais je suis super heureuse de vous parler aujourd'hui parce que ça sera super intéressant. Évidemment, on est en route vers ces Jeux olympiques de Tokyo. Ben, on vous fournit du contenu olympique et aujourd'hui, on a une spécialiste olympique, on va l'appeler comme ça, Marie-Ève Marleau. C'est on va dire, une olympienne à la retraite, parce que c'est comme ça Oui, qu'il faut les très appeler, mais qui important de le dire. travaille, ouais, c'est important de le dire, mais qui travaille aujourd'hui aussi pour le CEO. Donc, vous comprendrez qu'elle va nous mettre au courant aussi de plein de choses, de comment ça se passe. Il y a plein d'initiatives super intéressantes aussi là, qu'on a appris un petit peu avant d'aller en ondes. On va discuter de tout ça. Je sais qu'il y a plein de choses intéressantes à aller chercher. Et toi, Greg, aussi, ben, tu connaissais déjà Marie-Ève. Je sais que tu connais déjà plein de monde, là, mais tu sais. Ben oui, écoute, j'ai des antennes un petit peu partout dans le monde sportif sur la planète et ça nous a mené en Suisse. Comme tu l'as dit, Marie-Ève est une Olympienne à la retraite. Il faut dire Marie-Ève Marleau, virgule O-L-Y d'ailleurs, comme Oui. tous les athlètes qui ont fait les Olympiques. C'est bon, c'est comme on a de docteur du Vernet tardif, mais on a Marie-Ève Marleau, virgule O-L-Y. Très important de le Bravo, c'est un spécifier. bel pronom ça, Greg, merci. Ben, c'est important, c'est une belle initiative. J'imagine que tu vas pouvoir nous en parler dans quelques instants, mais pour situer peut-être les gens qui sont à l'écoute, Marie-Ève, après sa carrière en plongeon, a travaillé pour le Comité olympique canadien et est maintenant expat en Suisse et elle travaille pour le Comité international olympique aussi, donc très près de tous les athlètes mondiaux et de tout ce qui se passe. C'est notre deuxième invité international d'ailleurs, je pense, hein? Deux ou troisième invité international. On est rendu partout C'est autour du vrai? globe, Valérie. Ben oui, écoute, on Donc, est des vrais ma- globetrotters avec notre balado. incroyable. Et tout ça dans le confort de l'île de Montréal et de sa rive sud. Comment vas-tu, Marie-Ève? Ben, je vais très bien, merci. Merci de me recevoir. Ça fait du bien d'entendre parler québécois comme ça. Et dites-moi si durant l'entrevue, j'ai mon petit côté suisse qui ressort. C'est que ça vient tranquillement s'initier dans mon quotidien. Mais ouais, vraiment très contente de faire partie de cette entrevue aujourd'hui et de parler un petit peu de ce que je fais et comment ça se passe ici en Suisse. Mais revenons Là, à la base, Marie-Ève, là, avant, parce que c'est ça, ben, je pense que Greg, on s'en allait sur le. C'est ça, avant de commencer. Revenons un petit peu à la base. Là. Parle-nous un petit peu de ton expérience en plongeon, aussi ton expérience aux Olympiques. Je sais que tu as plongé aussi avec Émilie Eman, c'est un nom qu'on connaît bien ici au Québec. Juste pour mettre la table, pour situer les gens dans tout ça, explique-nous donc ton parcours un petit peu en tant qu'athlète. Absolument. En fait, ça a même pas commencé en plongeon. Moi, j'avais 6 ans et je grimpais sur les divans un petit peu partout et puis, ma mère a décidé de m'inscrire, en gymnastique. Donc j'ai vraiment commencé en gymnastique à l'âge de 6 ans et puis, graduellement, j'ai vu, les reprises des Jeux de Montréal, à la télévision et donc Nadia Comaneci est devenue mon idole, et c'est là qu'en fait mon rêve, d'aller aux Jeux olympiques a commencé. Et puis tranquillement, j'ai fait 10 ans de gymnastique et à 16 ans, j'étais beaucoup blessée. La gymnastique pour les femmes, c'est un sport assez difficile au niveau physique. Et puis pour moi, ça m'a enlevé un petit peu en fait la passion du sport. Mais à ce moment-là, j'étais au secondaire, secondaire 4 en sport-études, Antoine de Saint-Exupéry à Montréal. Et puis, il me restait 1 an et demi pour finir mes études au secondaire. Et pour rester en sport-études, il fallait que je fasse minimum 20 heures par semaine de sport. Et puis, où je m'entraînais au centre sportif Claude Robillard, tu avais le plongeon qui était à la même place que la gymnastique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et puis, j'ai fait l'essai et puis, je tombe en amour avec le sport directement. Même si j'avais vraiment peur, je pense que mon entraîneur à l'époque m'avait demandé de plonger du 5 mètres direct la première journée. Et puis, Ouf. ouais, j'avais vraiment peur, mais j'avais un très gros ego. Et je me suis dit, je vais le faire. Et puis après ça, on verra. Et puis, ça s'est quand même bien passé, mais j'avais dit que jamais dans ma vie, je ferais du 10 mètres. Et Ouais. puis, je me suis inscrite au plongeon. Et puis,
Et puis 3 ans plus tard, je faisais mes premiers plongeons à la plateforme de 10 mètres. Donc voilà, tranquillement, j'ai recommencé le plongeon en bas de l'échelle, si on veut. J'étais à un bon niveau en gymnastique, mais j'avais plus la passion et pour moi, c'était très important d'aimer ce que je fais. Dans ma famille, ça a toujours été ça aussi. Mes parents ont toujours prôné le plaisir avant la performance ou le reste, en fait. Et puis, ils m'ont beaucoup supporté dans cette grosse décision. Quand même, pour moi, à 16 ans, c'était une grosse décision. J'avais mis des 30-40 heures par semaine en gymnastique dès l'âge de 10-11 ans. C'était quand même assez intense. Mais le transfert, pour moi, était très clair. Cette décision-là était très claire pour moi de changer de sport, si on veut. Même si je recommençais en bas de l'échelle. Donc, tranquillement, j'ai refait mes preuves, j'ai appris un petit peu le nouveau sport. J'ai été entourée de gens vraiment incroyables, des entraîneurs qui croyaient en mon potentiel à long terme. Et puis, à l'âge de 18 ans, en fait, j'ai eu une belle opportunité de partir à l'université aux États-Unis. J'étais allée au Texas A&M University. Ouais, c'est là que j'ai appris mon anglais un petit peu plus en profondeur, si on veut, mais j'étais partie là-bas. Avec l'accent du Sud, là. Avec l'accent, ouais, mais tu mélanges le québécois et l'anglais, l'accent du Sud. Ça fait pas grand-chose. Mais ça a été une belle expérience aussi là-bas. Et puis après quelques temps, je suis revenue à Montréal et puis j'avais comme objectif la passion et l'objectif de performance est revenu pour le plongeon et pour les Jeux de 2004 à Athènes. Donc pour le plongeon, ma spécialité rendue là, c'était le 10 mètres. Mais ils prennent les deux meilleurs en fait au Canada. C'est eux qui se sélectionnent pour participer aux Jeux olympiques. Donc moi, aux essais olympiques pour 2004, je suis arrivée 3e. Donc j'ai manqué l'équipe olympique de très peu, si on veut, en 2004. Mais ça m'a permis de me remettre en question. Je pense en fait, je remettais tout en question. Je me suis dit, est-ce que j'aurais dû rester en gymnastique? Est-ce que j'aurais dû rester à Montréal et pas partir au Texas? Je veux dire, il y a eu beaucoup de réflexions à ce moment-là. Et j'ai décidé de continuer un autre 4 ans, mais d'amener des changements un petit peu dans mon parcours ou dans mes choix d'entraînement au quotidien, en fait. Et on peut rentrer dans le détail si vous voulez, mais je pense que les plus grosses décisions que j'ai faites, c'était vraiment de m'écouter moi et de vraiment choisir ce que moi je voulais. Exemple, on avait une nutritionniste de 2000 à 2004. Après 2004, moi, j'ai dit, je veux plus de nutritionniste. Je faisais confiance à ce que moi, je voulais. J'allais prendre un verre des fois, j'allais manger une frite si je voulais. Puis pour moi, c'était l'équilibre. Et puis avec le temps, ouais, c'est l'équilibre de faire ce qui me rendrait heureuse, en fait. Et puis, de te faire imposer puis que tu n'es pas bien là-dedans. Tu savais qu'est-ce que tu devais faire pour ton corps. Je veux dire, tu avais les connaissances quand même qui étaient acquises. Donc là, tu étais capable de voler de tes propres ailes en connaissant justement je veux dire, tout avec modération finalement, là. Oui, moi je crois beaucoup à ça, tu sais. Et puis j'avais un entraîneur aussi qui croyait beaucoup en moi et en mes choix, donc il me laissait un petit peu la liberté de faire ces choix-là. J'avais quel âge à ce temps-là? J'avais 24 ans, 23 ans, 24 ans. Et des fois, quand j'ai des doutes en ce moment, je me dis, reviens à cette personne-là qui était hyper confiante dans ses choix, tu sais. Donc je trouvais ça super intéressant d'avoir passé à travers ce défi-là, cet échec-là, si on veut, qui n'était pas vraiment un échec avec le recul de 2004, mais j'ai fait ces changements-là. C'est important. Pardon? La remise en question, je pense que c'est important avant d'aborder un autre cycle olympique. Là. Je pense que ça aussi, ça va rester, pas non seulement dans le sport, mais dans la vie en général. C'est comme de se regarder dans le miroir, puis et constamment de se remettre en question, mais d'un côté positif, pas juste négatif. Tu sais, c'est vraiment de voir la construction de ton toi-même à travers tes expériences de vie, en fait, que je trouvais intéressant. Puis 2007 est arrivé, c'était la sélection pour les Jeux panaméricains, que vous connaissez un petit peu. C'est tous les pays de l'Amérique. C'est les Jeux olympiques, mais à plus petite échelle. Et puis Valérie, tu parlais de Emily Emmons tantôt, qui était la personne au 10 mètres à battre depuis plusieurs années. Elle était championne canadienne depuis 2000, donc depuis tous les temps que moi j'étais à l'équipe nationale, c'était la championne et puis elle avait déjà remporté plein de médailles à l'international. Et puis je me rappelle, cette journée-là, je l'ai battue pour la première fois et j'ai été championne canadienne. Là, le mental a changé aussi. Une autre fois
OK, là, moi, je suis capable, là, j'y crois. Puis je pense que c'était un moment très marquant pour moi qui m'a dit, OK, les Jeux olympiques de 2008, c'est possible pour toi. Il te reste une année, puis vas-y, let's go, crois en toi. Et puis, je pense que c'était 9 mois après les sélections pour les Olympiques pour Pékin était en juin à Victoria. Et puis, je suis arrivée deuxième. Émilie, elle a gagné, c'est correct. J'ai eu mon moment l'année d'avant, mais je suis arrivée deuxième par 0,08 points de la troisième place. Et la troisième place, c'est Benefito, qui maintenant on connaît très bien et qui a progressé après la génération après moi, si on veut. Mais ouais, je me suis classée pour les Olympiques à ce moment-là. Et puis voilà, 2008, je me retrouvais avec mon billet d'avion pour Pékin et les Jeux olympiques. Donc, c'est à quel moment que tu as commencé à rêver? C'est ça, c'est à quel moment que tu as commencé à rêver et tu as dit que tu as commencé à y croire vraiment en 2007, mais tu as mis ça dans un objectif là, en arrière de ta tête. Est-ce que c'était à ton retour du Texas que tu t'es dit, écoute, peut-être là, ça pourrait faire du sens pour moi d'essayer de devenir une Olympienne, là, de me donner cet objectif de vie-là? Je pense que c'est revenu quand j'étais au Texas parce que bon, mon plan initial, c'était de rester 5 ans aux États-Unis. C'est ça la valeur du scholarship. Dans le fond, le support de l'université qui t'a, c'est 5 ans. Et après la première année, l'entraîneur qui était là-bas, on n'avait pas une super belle connexion. Donc, à ce moment-là, j'ai déjà eu un premier choix à faire, soit à rester et puis mettre ma carrière athlétique un petit peu de côté et juste en suspens, si on veut. J'aurais pu continuer à plonger, mais faire le minimum, si on veut, et compléter mes 5 années à l'université, puis graduer de l'université là-bas. Mais dans ces années-là, c'est là que j'ai vraiment progressé quand même et que le rêve premièrement, je pense que mon rêve d'aller aux Olympiques n'a pas commencé tout de suite par cette grosse étape-là, mais c'était de faire l'équipe nationale. En gymnastique. Non, mais est-ce que ce rêve-là, tu l'avais en gymnastique? À la base. Je l'avais en gymnastique, mais il a été, je pense qu'il a été mis dans le garde-robe quand j'ai pris la décision d'aller en plongeon. J'ai pas changé en plongeon pour avoir le but d'aller aux Olympiques. C'était très court terme, mes objectifs, je pense. C'était, premièrement, je veux finir mon secondaire 5, donc il faut que je fasse au moins 20 heures d'entraînement par semaine. Donc, ça a été après. Après, c'est où je pourrais avoir une bourse d'études pour aller au Texas. OK, ben je vais continuer à plonger comme ça. Et après, OK, je fais les standards pour être sur l'équipe nationale canadienne. C'est peut-être une bonne idée de revenir au Canada. Donc, tranquillement, comme ça, c'est des petits objectifs. Et puis, en 2004, quand il y a eu la sélection olympique et que je suis arrivée 3e, je croyais en la possibilité que je me qualifie pour les Jeux, mais c'était les chances étaient faibles quand même. Mais ça a été des étapes comme ça qui m'ont amené en 2007 à faire OK, là, j'y crois vraiment et là, c'est vraiment vrai. Mais je pense que c'est important de commencer à se mettre des petits objectifs et des atteindre pour potentiellement faire quelque chose de plus grand à la fin en tant que tel. Mais je veux dire, mes Olympiques, pour quelqu'un d'autre, c'est de faire l'équipe nationale. Je veux dire, c'est le même défi personnel. J'aime pas comparer, en fait, parce que j'étais tellement proche de pas faire les Olympiques que, je veux dire, c'est pas un objectif en tant que tel pour tout le monde, que ce soit quelque chose comme ça, tu sais. Intéressant. Mais est-ce que le fait d'avoir participé à Pékin t'a vraiment donné la piqûre olympique dans le sens où comment s'est faite ta transition de Pékin à travailler pour le CIO aujourd'hui? Est-ce que c'est Pékin qui a fait que tu as dit, OK, là, moi, j'ai ça dans le sang, puis je capote, je tripe, puis, est-ce que ça a été un facteur, une influence, finalement, dans ton processus décisionnel pour éventuellement travailler pour le Comité olympique canadien d'abord, là, puis après international? Ouais. C'est intéressant comme question parce que c'est quelque chose que j'aime pas répondre dans le sens que si on te demande c'est quoi ton objectif dans 5 ans, où tu te vois, quand tu appliques sur des jobs et tout, dire où tu te vois dans 5 ans. C'est difficile. J'ai pas de réponse. Ouais. Et je pense que ça a toujours été une question de circonstance dans ma vie, les choix que j'ai faits à court terme sans nécessairement savoir quel impact ça allait avoir. Tu sais, j'ai toujours dit, je suis intéressée par j'ai fait des études en marketing au HEC, c'est ça mon bac en 8 ans. J'ai fait mon bac en 8 ans, mais bon, avec le sport, c'est correct. Tu l'as fait, c'est déjà 8 de plus que moi, donc c'est absolument merveilleux. Donc, j'avais eu un objectif je vais être médecin, donc je vais faire des études en médecine. Tu sais, j'ai été toujours intéressée par
OK, j'aime les gens, j'aime travailler avec le monde. Oui, j'aime le sport, mais je veux pas être entraîneur, je veux pas être arbitre, je veux pas, être trop dans le milieu. Je voulais, encore une fois, l'équilibre pour moi, je pense que c'est important. Je veux pas trop être impliquée, mais je veux être impliquée, tu sais. Donc, c'était vraiment le mélange des deux. Et pour moi, en fait, quand j'ai pris ma retraite, c'était direct aux Jeux. Mon dernier plongeon aux Jeux olympiques à Pékin le 26 août 2008, c'était mon dernier plongeon, en fait. Et j'ai pris ma retraite après. J'ai accroché mon maillot qui disent, d'ailleurs, dans le temps, j'avais la Cage au Sport qui était un petit commanditaire à moi. Et puis, ils ont vraiment accroché mon maillot dans un cadre et on a fait un petit événement de retraite Ah, c'est cute! à Cage au Sport. C'était vraiment cool, ouais, à Laval. D'ailleurs, quand ils ont fait des rénovations de 2-3 ans, ils l'ont enlevé. Je pense que mes parents sont allés le chercher et ils l'ont mis dans leur sous-sol. Ouais. Mais qu'est-ce que je disais en fait à la retraite? Ouais, donc j'ai pris ma retraite et après, il me restait 1 an d'études. Après, j'ai travaillé à Vancouver. J'ai été bénévole pour les Jeux en 2010 avec le Comité olympique canadien à la Maison du Canada. Je suis en charge du programme Famille et Amis. Donc, je pense que j'ai toujours été impliquée. Avant ça, j'étais représentante des athlètes pendant que j'étais active. Donc, j'avais comme un pied dans le niveau administratif de la Fédération de plongeon canadienne, dans le fond. Donc, j'ai eu une curiosité sans vraiment savoir mon plan à long terme. Donc, je pense que ça m'a vraiment amené à avoir des belles opportunités sans toujours aller les chercher directement par moi-même. Je pense que si on a une belle attitude et si on place des pions aux bons endroits, des fois, on ne sait jamais ce qui peut nous revenir. Donc, je pense que c'est un peu ça, ma stratégie inconsciente de ma vie, je pense. Mais oui, en fait, donc j'ai pris ma retraite, j'ai fini mes études, j'ai travaillé à Vancouver et puis après ça, il y a Marie-Annick Lallier. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, absolument. Elle représente plusieurs athlètes, oui. Oui, voilà. Donc, Marie-Annick, quand moi je plongeais, c'était notre relationniste média à Pékin. Donc, j'ai une belle relation avec elle déjà là. J'ai gardé bon contact. Je pense que je suis bonne pour garder des contacts avec tout le monde alentour de moi. Et elle a parti son agence. Elle travaillait pour National avant. Et puis maintenant, on se retrouve en 2010. Elle commençait son agence de relations publiques. Et puis moi, je me cherchais un peu, je n'avais pas mes plans, je savais pas ce que je voulais faire comme travail. Et puis elle m'a pris un petit peu sous son aile et puis m'a dit viens travailler avec moi, on verra ce que ça donne. Et puis j'ai travaillé avec elle, elle a parti sa compagnie sur sa table de cuisine en fait, et j'étais là au début et je travaillais avec elle à partir sa compagnie un petit peu en représentation d'athlètes, mais aussi des mandats de relations publiques qui n'ont rien à voir avec le sport. Donc je trouvais intéressant que ça menait ailleurs. Donc, j'ai fait un 2 ans et demi avec Marie-Annick et je dis souvent que je suis allée à l'école de Marie-Annick Lallier parce que ça m'a donné beaucoup d'expérience. C'est une bonne école, c'est certain. Oui. Et puis après ça, j'ai eu le Comité olympique canadien qui m'a approché parce qu'il commençait un département qui s'appelait Marketing des athlètes. Ça n'existait pas encore. Donc, il y a des bureaux à Montréal, Comité olympique canadien, il y a des bureaux à Toronto. Les bureaux de Toronto, c'est un petit peu plus le niveau marketing. Le bureau de Montréal, c'est plus la relation avec les sports. Donc, la bonne nouvelle pour le Canada, c'était que les Jeux de 2010 avaient vraiment mis le spotlight, si on veut, sur les athlètes canadiens et sur l'importance du sport, des Olympiques. Et puis, il y a eu une grosse augmentation dans l'intérêt des entreprises canadiennes à s'impliquer aux niveaux olympiques. Donc, on avait des belles opportunités de commandite au Comité olympique canadien et de vouloir travailler avec les Olympiens, mais il n'y avait pas une compréhension à l'interne de la réalité des Olympiens et de la réalité du marketing, en fait, pour joindre un petit peu les deux. Donc, j'ai été amenée, j'ai eu une belle carte blanche, semi-carte blanche pour monter un département du marketing des athlètes à ce moment-là. On était en 2013. Donc, j'ai été engagée à ça. Donc, c'était super intéressant de trouver des programmes où les Olympiens étaient engagés par les entreprises comme HBC, la Baie du Son. Dans le temps, on avait BMW. Dans le temps, on avait plusieurs compagnies comme ça. Donc, on développait des programmes pour impliquer et redonner aux Olympiens. Dans le fond, qu'il y a un win-win. Comme rôle, c'est tellement important comme rôle et souvent, on regarde de haut un petit peu le rôle du marketing dans le sport et l'importance des commanditaires pour venir accompagner ces sportifs-là qui
donnent leur vie à leur sport pendant tellement longtemps et qui ne sont pas nécessairement payés très, très cher pour le faire comme des professionnels. Bon, on parle d'ici du Sacro-Saint hockey à Montréal, là. Donc, Ouais. ça peut. C'est tellement important comme département. Ouais, je pense que ça a été intéressant à développer, puis je pense que le monde réalise que oui, c'était important d'avoir ce département-là. Et même au niveau des Olympiens, exemple, on faisait des événements et il y avait un cachet pour ces Olympiens-là. Ça ne va pas changer ta vie en termes de financement, mais ce que ça redonne au niveau de savoir que tu as le support de ces entreprises-là, au niveau émotionnel, au niveau mental. Des fois, c'est plus fort que l'argent aussi. Donc, c'est juste de savoir que tu as une équipe derrière toi qui croit en toi. Ça te donne une autre énergie pour continuer après plusieurs années. Puis explique-moi, c'est quoi tes fonctions exactement présentement sur le Comité international olympique? Là, tu es en Suisse depuis, ça fait 1 an et demi, donc 3 mois avant le début de la pandémie. Donc, tu as resté une partie confinée, du moins. J'espère pour toi que c'était un beau confinement là-bas. Du moins, la Suisse est tellement un beau Oui. pays. Mais explique-nous un petit peu, c'est quoi ton rôle, tes fonctions là-bas? Oui, ben, en fait, j'ai fait presque 6 ans au Comité olympique canadien dans ce rôle-là. Et puis, dans les dernières années, j'ai développé un programme. En fait, on a développé, on est plusieurs là-dedans pour les Olympiens à la retraite du Canada. Il n'y avait pas vraiment de programme à ce niveau-là dans mon temps. Donc, on a vraiment travaillé là-dessus. Ça s'appelle Oli Canada maintenant et ça a été repris quand je suis partie. Mais quand j'ai développé ça, ça m'a apporté à travailler avec les gens du Comité international olympique, avec l'Association mondiale des Olympiens. Donc, on a travaillé ensemble pour voir comment on pouvait développer des programmes qui ont du sens, mais aussi de ne pas partir de zéro parce que ça existe dans d'autres pays aussi à travers l'Association mondiale des Olympiens. Donc, en travaillant avec le CIO, je pense qu'il y a eu une belle complicité qui s'est développée, et puis il y a eu un poste qui s'est ouvert, et puis l'opportunité est arrivée. Je ne cherchais pas nécessairement encore, comme je vous ai dit plus tôt, mais je pense que ça s'est aligné dans ma vie. Je pense même côté personnel et professionnel, j'étais prête à avoir un petit shake, un gros changement en d'air. fait. Oui, changement d'air, oui. Et puis, j'étais très bien dans mon autre travail et tout, mais ça faisait 6 ans et tout, donc je me suis dit, ben, le temps est arrivé, pourquoi pas. Et donc, j'ai été engagée au Comité international olympique dans le département des sports avec l'Association mondiale des Olympiens. Donc, ce qu'on fait, on représente dans le monde entier, il y a environ 100 000 Olympiens vivants, qu'on appelle. Et puis, bien sûr, on n'a pas les contacts de tous ces 100 000 Olympiens-là. Ça fait partie de notre travail d'aller chercher un petit peu cette base de données, mais ce qu'on a, on en a environ 16 000 avec qui on communique à chaque semaine différents programmes, différents événements. Ça fait drôle à dire parce qu'au Canada, j'étais en charge des Olympiens canadiens, on était environ 4 000. Et là, j'étais à 16 000, ça change un petit peu la donne. Et puis, on communique en français, en anglais, espagnol, qui est les 3 langues du CIO. Donc, ça se ressemble beaucoup ce que je faisais au Comité olympique canadien et maintenant, mais juste avec un angle un petit peu plus global. Et il y a plein de choses que j'apprends aussi. On est très, très chanceux au Canada. On est bien, on est bien traité, si on veut, en tant qu'athlète. Des fois, on se dit toujours mieux chez le voisin ou on en veut toujours plus, mais je pense que le Canada, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau fédération, qu'au niveau provincial, qu'il y a tellement plein de choses pour les athlètes à tous les niveaux au Canada. Donc, ça me fait réaliser ça aussi en étant de l'autre côté, comment le Canada est vraiment, je pense, un modèle aussi pour plusieurs programmes à regarder. Et donc, là, moi, normalement, oui, vas-y, Greg. Non, vas-y, je vais poser ma question tout de suite après. OK, j'allais dire que je suis en charge des événements et communications. Donc, normalement, dans des Jeux olympiques réguliers, sans COVID, je suis en charge de la Maison des Olympiens qui appelle. Donc, c'est une maison d'hospitalité qui est à l'extérieur du village. Donc, c'est pas nécessairement pour les athlètes dans le village olympique, mais c'est vraiment à l'extérieur pour tous les Olympiens qui voyagent dans la ville haute pour différentes raisons. Tu as beaucoup d'Olympiens qui reviennent en tant qu'entraîneurs, qui travaillent pour les médias. Donc, dans le temps, il n'y avait pas nécessairement une place pour réunir tous les Olympiens du monde. Donc, normalement, je suis en charge de cette maison. On fait beaucoup d'événements qui sont très, très positifs. On fait des panels,
on essaie d'impliquer un petit peu toutes les sortes de choses intéressantes qu'on peut avoir pour les Olympiens en temps normal. Et puis non, sinon, le reste de l'année, ben, je suis en charge des communications. Donc, on a un site web, on a des newsletters, on a différents programmes, on a l'initiative OLY qu'on essaie de partager le plus possible, qui est en fait des lettres que les Olympiens peuvent utiliser à côté de leur nom, comme vous avez mentionné plus tôt. Dans le fond, c'est comme PhD ou c'est comme vraiment ton doctorat en tant qu'athlète olympien. Donc, si tu as vraiment participé au jeu, ben, tu peux appliquer pour ces lettres-là et puis tu reçois un certificat officiel. Et puis, donc, c'est des programmes comme ça qui ajoutent en fait de la valeur aux Olympiens. Donc, notre objectif, c'est vraiment de les reconnaître pour que, en bout de ligne, ils redonnent à leur communauté aussi. Et, on a un beau programme de bourses aussi où les Olympiens peuvent appliquer. Donc, c'est des bourses à chaque année, 10 bourses de 5 000 $. Et puis, les Olympiens font des projets. Donc, c'est souvent des Olympiens qui sont à la retraite, qui ont des idées de projets et, pour redonner à la communauté. Exemple, on en a un Olympien au Zimbabwe qui avait une ferme de poulets. Et donc, avec l'argent qu'il ramassait avec sa ferme de poulets, il achetait des souliers de course aux petits-enfants du village à côté. Ah, wow. Costa Rica, c'est celui de l'année passée. Lui a acheté des vélos et puis il donnait des cours aux enfants de vélo, mais comme objectif ultime, c'est pour qu'ils aient à l'école. Donc, il y avait un gros décrochage des enfants qui arrêtaient d'aller à l'école parce que c'était trop loin pour marcher. Donc, c'est vraiment de donner les outils à des enfants comme ça par le sport. On ne parle pas de performance aux Olympiques, on parle juste des valeurs de redonner à la communauté. Et il a distribué plusieurs vélos et les enseigner vraiment à l'importance d'aller à l'école, en fait. Mais maintenant, ils ont des vélos et c'est plein d'histoires comme ça que moi, c'est vraiment ce qui me touche et pourquoi j'aime mon travail en ce moment. Ouais. C'est des belles histoires qui peuvent être créées par, tu l'as dit, il y a 100 000 on peut pas dire ex-olympiens, olympiennes à la retraite. Il y en a 100 000 comme ça. Puis c'est des histoires qui peuvent être créées et inspirées dans la globalisation du sport. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Puis je veux dire, d'avoir une olympienne comme toi pour chapeauter ces initiatives-là aussi, ça doit être important d'avoir quelqu'un qui l'a vécu aussi de l'intérieur. Ben, je pense que oui, je pense qu'on essaie d'impliquer le plus d'Olympiens possible, mais c'est intéressant, ça continue de grandir le nombre d'Olympiens qui travaillent au CIO, il n'y en a pas beaucoup. On est 600 employés et on est environ 9 Olympiens, je pense, en tant que staff officiel. Ah ouais? Ouais, okay. Ça commence à grandir un peu. On ne compte pas ceux qui sont sur les comités, les bénévoles, si on veut, ceux qui donnent leur temps, mais vraiment comme staff ici à Lausanne, on est 9, je pense. Ouais. Donc, mais je pense qu'il y a un bel intérêt du CIO à vouloir un petit peu plus en ajouter sur le long terme. Mais là, toi, tu dois être fébrile à l'idée. Bon, tu as joint, il y a 1 an et demi maintenant, tu as déménagé en Suisse, tu as joint le CIO. Les Jeux olympiques s'en venaient, Tokyo 2020, ça s'en venait, ça s'en vient probablement encore. Donc, très bientôt maintenant, tu dois être fébrile, mais aussi, ça doit être spécial de travailler dans, je veux dire, une petite incertitude là, dans laquelle on baigne toujours là-dedans avec la pandémie mondiale qui est toujours là. C'est comment de vivre peut-être ces hauts et ces bas-là, ces roller coasters-là dans ton rôle? Ben, c'est une bonne question. Je pense que la pandémie, elle affecte tout le monde, pas juste au niveau sportif. Moi, ça fait depuis Noël 2019 que je suis pas rentrée à Montréal. C'était pas ça le plan initial. Donc, j'ai pas ma famille ici qui vient me visiter. Donc, je me rappelle même, je veux dire, c'est une grosse décision de décider de déménager. C'était un job permanent. C'était pas je vais aller l'essayer 2-3 mois. C'était vraiment une belle décision pour moi. Mais sachant que je m'étais dit, après Tokyo, je vais repenser, me remettre en question, voir si c'est vraiment une place que je veux rester sur le long terme. Mais là, Tokyo a été poussé, donc ça rajoute les décisions. OK. Mais finalement, la bonne nouvelle, c'est que je suis très bien ici et je me plais vraiment. Puis des fois, je me sens tellement mal d'envoyer des photos, des trucs sur mes médias sociaux parce que c'est tellement beau. Ça a l'air bien.
c'est le lac, je peux aller faire du ski, des randonnées, mais c'est tellement beau, je suis comme: «Désolée mes amis, mais moi ça va bien ici». Ben écoute, ça Non, va non, de ça en mieux doit en pas mieux mal, c'est ici aussi, inspirant, c'est le là. fun. Là, tu peux le dire haut et Non, fort parce que honnêtement, au Québec, on remonte la pente avec la vaccination, là, ça va super bien. En tout cas, de mieux ça en va mieux, tranquille on bien. déconfine lentement mais sûrement. Tu sais, donc là, on sent, justement, là, une espèce de second souffle, là, c'est comme enfin, là, tu sais? Fait que tu as pas à être gêné de publier des belles photos, là. On va commencer à pouvoir le faire nous aussi bientôt, là. C'est juste les Ah oui, j'ai paysages qu'on va toujours être un petit peu jaloux, là, mais bon, Ouais, c'est ouais. correct. Bientôt, on va pouvoir se rendre en Suisse pour aller voir les mêmes, là, tu sais. ah absolument, moi je m'ennuie des bons restos de Montréal, donc mettez des photos là-dessus, la Suisse, il manque un Écoute, petit peu de gastronomie, la fondue au fromage là, c'est très bon, ouais, mais c'est ça. Faites le tour. mais, au niveau de mon emploi et que ça a comme impact, je pense que, je veux dire, oui, il faut être ouvert au changement. On apprend à être vraiment flexible aussi parce que je pense qu'il y a pas personne qui sait comment il n'y a pas personne qui peut avoir la bonne réponse de comment réagir à ça. Je veux dire, c'est nouveau pour tout le monde. Mmh. Ça n'a jamais arrivé vraiment avant. Donc, j'essaie, on me dit que je suis une personne hyper positive, mais j'essaie de tourner la chose et de voir ça comme une opportunité de se réinventer. En fait, mon ancien boss au Comité olympique canadien disait souvent don't waste a good crisis. Donc, ne Ouais. jamais Mhm. gaspiller une crise. En fait. Donc, il y a toujours des choses à apprendre. Donc, si je reviens à ce que moi je fais, euh, la maison des Olympiens, normalement à Tokyo, vu qu'elle n'a pas lieu, je veux dire, depuis que le gouvernement a annoncé qu'il n'y a pas de spectateurs étrangers qui pouvaient aller sur Tokyo, je veux dire, nous, on ne va pas faire de maison olympienne parce que ça ne sert à rien, il n'y aura personne. mais on voit ça comme vraiment une belle opportunité de voir quel genre de programme on peut offrir aux Olympiens du monde, mais au niveau virtuel. Donc, OK. on est en train de vraiment développer une belle série d'initiatives et que je pense qu'il peut avoir comme conséquence de vraiment avoir un impact sur plus d'Olympiens que si on activait seulement à la ville haute, dans le fond. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à tester, si tu veux, pour les Jeux de Tokyo, qu'on va pouvoir répéter à Pékin, qu'on va pouvoir répéter à Paris en 2024. Donc, je pense que l'idée d'avoir un modèle hybride va rester pour le futur. Donc, je pense qu'avoir des trucs sur on-site, donc sur les jeux, mais aussi d'avoir une offre virtuelle qui va garder Virtuel. les Olympiens du monde engagés, même si tu es de chez vous à Montréal, tu as 75 ans, tu n'as pas le goût d'aller voyager à Tokyo, ben, tu vas quand même pouvoir faire partie des jeux d'une certaine forme au niveau virtuel. Donc, on a une série Formidable. d'idées qui s'en viennent dans les prochaines semaines, qu'on a hâte de tester, si on veut, avec notre gang. J'appelle Mais ça c'est notre super gang parce qu'on intéressant parce que, tu sais, on a C'est tous formidable. la pandémie a forcé tout le monde dans tous les domaines à sortir de sa zone de confort, à se réinventer, à, tu sais, go out of the box, là. On n'avait pas le choix. Puis, ben, c'est ça, dans certaines circonstances, ça a vraiment donné des bonnes initiatives qui finalement sont là pour oui, rester. Fait que ça, je pense que c'est un super bel exemple, honnêtement. Vous vous êtes réinventés comme plusieurs l'ont fait. Puis, tu sais, des fois, ça a même forcé certaines entreprises à emboîter le pas plus vite que prévu. Tu sais, c'était des projets qui étaient ah oui, dans 3 ans, dans 5 ans. Là, on n'a pas le choix. C'est maintenant, il faut agir, il faut qu'on. Tu sais, donc, faut voir le côté positif des choses des fois. Fait que je pense que c'est des initiatives comme celle-là. C'est le fun. Je trouve ça merveilleux, le côté virtuel, parce que justement, d'être pas obligé de voyager jusqu'à Tokyo pour assister, en tout cas, comme tu dis, les prochains jeux, d'avoir un pendant virtuel, un pendant sur place. Je trouve ça le fun parce que ça ouvre encore plus les portes. C'est super intéressant donc d'avoir repoussé les limites de cette façon-là. ben, moi aussi, j'aime ça le voir comme ça. Puis un des exemples le plus banal, c'est le travail de la maison. Il y a tellement d'entreprises qui étaient Mmh. contre ça à la base Mmh. et ils ont été forcés de le faire tout de suite. Ils n'étaient pas prêts, il n'y avait pas l'équipement et tout, mais ils ont Ouais. été forcés. Maintenant, en tout cas, il y a des études et des trucs qui montrent que la productivité est augmentée ou qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'avantages, même au niveau des finances de ces entreprises-là. Donc, oui, je pense que c'est intéressant de voir ce qu'on peut essayer. Puis, ce que j'aime en ce moment aussi, c'est mon équipe, elle nous supporte dans l'essai. Dans le fond, si on essaie quelque chose et puis que ça ne marche pas pour Tokyo, ben,
c'est pas grave. À la limite, on va utiliser ça comme une période test parce que c'est nouveau pour tout le monde. Donc, c'est la pression d'avoir du succès tout de suite. Oui, elle est présente pour certaines choses, mais dans les trucs qui sont non essentiels, si on veut, ou qui sont non cruciales, je pense que d'avoir une belle ouverture, une belle flexibilité sur l'ajustement de tout ça, je pense que c'est super intéressant aussi. Vraiment intéressant. Si on revient peut-être sur ce que tu fais en Suisse, parce que là, bon, tu nous as dit que tu te sentais mal de mettre des photos sur tes médias sociaux, mais t'en mets quand même, c'est correct, on va te pardonner. Tu pratiques pas mal de sport depuis que tu as pris ta retraite du plongeon en 2008. Tu fais de la randonnée, du snowboard et à peu près tout ce que le paradis terrestre, qui est la Suisse, peut t'offrir. À Il quel faut. point pour toi c'est. Ben, il faut, Yes. absolument. On ferait la même chose, mais à quel point pour toi c'est important de garder la forme, non seulement au niveau professionnel, mais personnel aussi? Ben, je veux dire, ça a toujours fait partie de moi. Je pense que garder la forme, on peut la définir comme on veut. Je pense qu'il faut se l'approprier. Pour moi, ça veut dire bien manger, mais pas tout le temps. Je veux dire, pour moi, ça veut dire faire l'activité physique, mais pas tout le temps. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment l'équilibre de tout. J'ai jamais été, depuis que j'ai pris ma retraite, je pense que c'est sûr que j'ai eu je veux pas dire une écart en titre, mais j'aime pas aller dans un gym parce que j'ai été pendant 20 ans. Donc, je ne vais pas aller dans un gym faire des séances d'entraînement parce que je sais que moi, ça ne me tente plus. Et puis, je veux dire, c'est pas pour moi. Donc, c'est vraiment de trouver ce qui me fait plaisir. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai tombé dans le surf. J'ai vraiment tombé en amour avec ce sport-là. C'est sûr que ça ne se pratiquait pas au quotidien parce qu'il fallait que je voyage pour aller faire des trips de surf. Mais j'ai eu quand même de la difficulté à me réajuster au niveau de la performance. Puis je me rappelle, c'est difficile le surf à devenir bon, mais j'aimais vraiment beaucoup ça. Puis moi, j'ai toujours consulté des psychologues aussi, même à ma retraite. Puis je me rappelle que j'avais de la misère à accepter que je ne sois pas bonne tout de suite dans un nouveau sport. Je pense que ça m'a pris quelques années à accepter ça. Que maintenant, je m'en fous un peu, si tu veux. Je vais faire du snowboard, je vais faire la randonnée, je vais faire du paddleboard sur le lac. J'essaie plein de nouveaux sports en enlevant un petit peu le côté faut que je sois bonne tout de suite. Oui, donc, le côté C'est important, compétitif. ça. Ouais, le côté compétitif, absolument. Puis le côté de dire, si je pouvais, tu sais, j'aurais aimé ça, que faire du surf pendant un autre 10 ans, tu sais. Mais Ben oui. c'est pas ça. Des fois, j'aimerais ça avoir plusieurs vies, mais me rappeler de chacune de ces vies. Ce que tu as appris dans la vie d'avant. Ouais. Ouais. La dernière donc, question, non, Marie-Ève. Ouais. La dernière question Oui. maintenant, qui est la question la plus importante quand maintenant on a quelqu'un qui se dirige à l'extérieur du Québec, à l'émission Expat. Marie-Ève, Oui. est-ce que le Québec te manque? Ah, bien sûr que le Québec me manque. L'ouverture des gens, un bel, tu sais, je veux dire, les gens ici sont super, pour vrai. Je me suis vraiment pas ennuyée depuis que je suis arrivée ici. Mais le Québec, je me sens toujours spéciale quand je dis que je viens du Québec. Je veux dire, ici, tout le monde adore notre accent. Comparé Oui, aux ça, c'est vrai. Français, il y a une personne en Suisse, là, tout le monde tripe sur notre accent et puis on peut dire n'importe quoi puis ils sont là, puis c'est comme waouh! Donc, je me sens bien ici. Je pense que je vais faire plusieurs années ici, je ne sais pas combien de temps, mais je m'ennuie de ma gang du Québec. Je suis quand même partie du Québec à 37 ans, donc j'avais un bel entourage. C'était pas au début de mes 20 ans, donc j'avais vraiment, j'étais très proche de ma famille. J'allais souper chez ma famille à chaque dimanche soir. Je veux dire, ça change quand Oui, le même. classique. Ouais, donc je m'ennuie du Québec, mais pas au point de vouloir dire je veux redéménager demain matin. Ouais. T'es quand même Je me heureuse, prends tu as fait plaisir. les bons choix pour ta vie, là. Tu sais, tu Ouais, réalises ça, que oui.
C'est bien, c'est ça. Puis j'aime aussi quand tu dis, tu sais, une question d'équilibre, on prévoit un petit peu j'étais un petit peu comme toi, là, on place nos pions, on sait pas trop où est-ce que ça va mener, mais on est quand même sous une bonne étoile parce qu'on pense positif. Fait qu'on finalement, on réussit toujours à, tu sais, à tirer le maximum de où on est, de qu'est-ce qu'on fait, puis de dire, regarde, la vie est belle, puis on est heureux, on peut pas se plaindre, on n'est pas malheureux, là, tu sais. Donc, et je Merci. pense que si tu continues à penser comme ça, par avoir comme ça, la vie va faire en sorte que, tu sais, ton petit bonheur, tu vas l'apporter avec toi, peu importe où tu es. Ah, ben, c'est gentil, merci Valérie. C'est sûr que des fois on se sent loin, hein, mais ouais, Mais Merci, je le vois Marie-Ève. comme On ça. espère, on te souhaite ben, bonne chance pour les merci. prochains mois. On espère te revoir au Québec bientôt. Oui, Sinon, que les frontières Absolument. ouvrent, qu'on puisse aller profiter de ce paradis terrestre qu'est la Suisse. Et Ah, ben, ben, bonne continuation. ben oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Écoute, bonne chance pour la continuité jusqu'à ces prochains Jeux olympiques. Après, ce sera un bon repos mérité, hein, en août-septembre. Là, ça va être un gros rush jusque-là. Après ça va être un oui, repos mérité. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Puis écoute, on te suit dans tes projets. On se reparle s'il y a lieu. On va être là, effectivement. Puis on va vous suivre de loin. Ça, c'est certain. On va suivre tous les athlètes canadiens et bien plus, évidemment, au courant de ces Jeux. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci tout le monde d'avoir écouté aussi cette balado. On vous souhaite une excellente journée, puis on vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. merci, salut.